Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle. Bienvenue dans Phénomène. Dans le voyage à travers le monde de l'édition, c'est vrai que nous sommes souvent confrontés à une multitude de chiffres et de données qui reflètent la complexité de ce secteur qui bouge assez fréquemment. D'après l'étude socio-économique de l'édition indépendante 2023, qui est produite par la Fédération des éditions indépendantes, il y a près de 10 000 entités éditoriales en France et près de 68 000 nouveautés par an. Donc la diversité est clairement palpable, même s'il y a aussi un certain turnover, mais elle s'accompagne également de questions complexes sur la nature finalement de l'indépendance éditoriale. Donc grâce à cette étude, nous avons un aperçu de cette réalité en perpétuelle mutation. Elle souligne la vitalité de ce secteur, tout en mettant en lumière les défis auxquels les maisons d'édition indépendantes sont confrontées, dans un environnement, on le sait, marqué par une surabondance de titres et une concurrence assez féroce, avec des challenges significatifs en matière de promotion. Alors, parmi les acteurs qui défendent avec passion cette diversité éditoriale et l'édition indépendante en particulier, il y a Julien Delorme, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors que nous explorons le thème de croire et promouvoir, nous chercherons à comprendre les convictions qui peuvent être portées en matière de littérature et les enjeux liés à la promotion des livres dans un paysage éditorial dominé par des grands groupes. Donc sans plus tarder, plongeons-nous dans cette discussion passionnante avec Julien. Hello Julien. Hello, hello. Alors Julien, comment je vais vous présenter, parce que vous êtes un peu le couteau suisse de l'univers littéraire en France. Alors aujourd'hui, en plus d'être un lecteur passionné, vous le démontrez sur Instagram par exemple, et d'ailleurs, petite parenthèse, un grand amateur des Balkans, vous êtes directeur commercial pour l'Europe des éditions La Peuplade, que vous avez rejoint en 2018. Alors je le rappelle, La Peuplade, c'est une maison d'édition québécoise qui existe depuis environ une vingtaine d'années et qui est diffusée en France depuis 6 ans. Mais vous ne faites pas et n'avez pas fait que ça. L'entretien que vous avez donné à Page Sauvage nous dit que vous avez touché à 1 milliard de choses, à la diffusion, à la surdiffusion, à la relation libraire, à la révision de traduction, à l'organisation d'événements, au calcul de droits d'auteur et on en passe. Alors je trouve ça personnellement génial, c'est incroyable. Et donc last but not least, vous défendez depuis de nombreuses années l'édition indépendante, qui est un peu le fil conducteur de notre échange d'aujourd'hui. Donc pour commencer, Julien, j'ai une petite question. À quel moment vous êtes tombé dans la marmite et à cause de qui? Alors, tomber dans la marmite, ça fait progressivement et avec par des rencontres. Moi, j'ai commencé dans l'édition littéraire pour travailler pour un éditeur qui n'était plus indépendant à l'époque, qui était les éditions Arléa. J'y ai travaillé pendant 3 ans et j'ai appris la vie dans une petite structure. Donc ça, déjà, c'est important. C'est important parce que c'est une structure où on était 4. Voilà, donc une petite équipe avec 3 éditeurs et moi comme assistant polyvalent qui faisait déjà voilà la comptabilité, les contrats, de la com et de la révision des preuves. Et Ça vous rend encore plus couteau suisse du voilà, coup, bah si voilà. vous faites même le support. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est moi, ce qui me plaisait dans cet état-là, dans cette maison déjà, c'est que je pouvais avoir accès à tout. Donc, je pouvais avoir accès aux chiffres, aux ventes, à la comptabilité, et j'aimais bien avoir ce tableau général de l'édition. Donc, ça déjà, c'est la première chose au niveau professionnel. C'est là où j'ai commencé. Et l'édition indépendante, j'ai commencé à m'y intéresser un peu en tâtonnant sur les salons comme lecteur, en découvrant des choses, en suivant sur les réseaux sociaux déjà, Facebook uniquement à l'époque, des éditeurs qui proposaient des choses. Moi, je pense notamment aux éditions du Sonneur qui étaient toutes jeunes à l'époque, les éditions du Chemin de Fer pour lesquelles j'ai travaillé par la suite. Voilà. Et puis, ces gens-là, j'ai été les voir en salon, j'ai lu leurs livres et j'ai fini par devenir ami avec eux. Donc ça, c'est Ok. la première marche, on va dire. Et la deuxième marche, c'est le montage de soirées avec une amie libraire à la librairie du MK2 Quai de Loire à Paris à l'époque, qui s'appelait les soirées de la petite édition. Et ces soirées, le principe, c'était de présenter un éditeur indépendant. Alors, comme toutes les bonnes idées, c'est né autour d'une bière. On avait un peu trop bu. Et la libraire me dit, je cherche de nouvelles idées de soirées pour l'année prochaine.
Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, moi, ça m'intéresserait qu'on fasse des soirées autour d'éditeurs indépendants, parce que moi, j'aimerais bien savoir comment ils travaillent, ce qu'ils font, etc. Puis moi, je suis prêt à lire et à animer les soirées. Elle m'a dit, bah banco, on commence en septembre. Et puis on en a fait 18 et chaque soirée, c'était l'occasion vraiment de rentrer à fond dans un catalogue en invitant les éditeurs, des auteurs, des illustrateurs, des maquettistes, des traducteurs, traductrices, des gens qui faisaient la diffusion et tout ça. Et moi je lisais entre 10 et 15 titres des catalogues pour vraiment trouver des lignes de fond et parler un peu de ce qui fait le quotidien d'un éditeur indépendant. Et l'une des choses qui m'attirait beaucoup aussi, c'est l'objet livre, c'est la qualité. C'est-à-dire que les éditeurs indépendants avaient, et il y en a encore beaucoup qui ont ça, une grande, grande qualité et un grand soin apporté à la fabrication de l'objet. Et comme je suis un peu fétichiste, c'est ça qui m'attirait aussi chez Mais ces ça joue maisons beaucoup. d'édition. Ouais. Ça joue beaucoup parce que même moi, par exemple, en tant que lectrice, j'ai plein de livres et en fait, ils habillent aussi mon appartement et ils disent un peu qui je suis. Donc, c'est plus que juste de simples pages ou un simple objet. C'est une identité. Ça porte beaucoup plus que ça. Ouais, tout à fait. Par rapport à ce que vous disiez au début sur la production pléthorique actuelle, c'est Mhm. fondamental pour se démarquer. Mais je donne aussi j'ai donné pendant longtemps des formations et je fais toujours du conseil pour les éditeurs en commercialisation et c'est ce que je leur dis. Vous êtes des professionnels du texte, bien évidemment, mais aussi on attend de vous que vous soyez des professionnels de l'objet imprimé et avec une production, Mhm. dont vous le disiez, 68 000 nouveautés. Et si on compte les remises en vente, c'est pratiquement 100 000 livres qui sont mis en vente chaque année. C'est Qu'est-ce qui fait énorme. la différence? Ben, malheureusement, un bon texte trouvera toujours son public, c'est plus vrai du tout. Et ce sont des critères extérieurs, des critères parfois cosmétiques qui vont faire la différence. Et tant qu'à utiliser ces critères cosmétiques, c'est pas forcément un mal. On peut s'en servir pour parler, pour présenter, pour proposer une idée de ce qu'on fait en termes littéraires pour les éditions de littérature ou graphiques pour généralement l'édition de création, mais Mhm. également essayer d'insuffler un esprit, parce que c'est ça ce qui fait la distinction entre des éditeurs indépendants ou pas indépendants. Il y a des très bons textes partout, mais chez les maisons d'édition indépendantes, souvent, il y a un esprit très particulier et il s'exprime d'abord par la fabrication du livre et la couverture. Ouais, mais alors moi je parle du coup de ma perspective de lectrice, mais c'est vrai que la ligne éditoriale et l'effort, le travail qui est fait est clairement important et attractif au final. Mais par contre, alors justement cette passion pour la littérature, elle est née quand? Parce que j'imagine que c'est pas quand vous avez commencé à travailler pour un éditeur, mais peut-être que si. Je ne sais pas, mais elle est née à quel moment cette passion pour le Ben, livre? la passion pour le livre, après, là, je vais tomber dans le cliché, mais tout petit déjà, enfin, voilà, ce genre d'histoire et tout ça. Non, si je dois, disons que ça avait un, voilà, sur les livres jeunesse ou des choses comme ça, enfin voilà, c'est pas là où je lisais beaucoup, je lisais des textes, mais c'était pas là où ça s'est fait. Moi, je pense que finalement, mon premier grand amour de lecture et le truc qui m'a mis vraiment dans le livre, c'était les livres dont vous êtes le héros. C'est la collection chez Folio Junior où on allait de page en page construire soi-même une aventure. Ça m'a fait énormément dévorer. Et puis, ben voilà, ça m'a mis un peu dans le bain de tout ce qui était l'heroic fantasy, la science-fiction et tout. Et moi, je suis plutôt un lecteur qui vient de là. Et encore une fois, je vais pas être très original, mais ma grande claque de lecture, c'est Le Seigneur des Anneaux à 12 ans, quoi. C'est le livre Ah, qui a pourquoi pas? conditionné tout le reste, je pense. Incroyable. Mais du coup, depuis Le Seigneur des Anneaux, comment vous décririez votre parcours de lecteur? Ben, alors, je rencontre pas mal de gens dans le métier qui creusent des sillons de lecteurs. Ils ont souvent leurs obsessions, leurs envies, une quête qui peut être une quête littéraire, une quête de la langue, une quête du style, une quête Hmm. ou des thématiques. Moi, je suis un lecteur très éclectique, je dirais, parce que depuis le temps du Seigneur des Anneaux, ben, je lis toujours de la fantasy et de la SF, même si moins que je voudrais ces derniers temps. Mais après, mais j'ai un parcours de lecteur un peu en zigzag. Je suis un obsessionnel, donc je vais avoir mon obsession du moment qui va me durer 6 mois, 8 mois, un an, 2 ans parfois, et je vais aller creuser le sillon. Alors là, vous le disiez, bah, c'était les Balkans ces derniers temps. Ça fait 3 ans que je suis vraiment à fond dedans et que j'essaye de lire un peu. Là, j'arrive plus à suivre tout ce qui sort parce que le nombre de sorties a augmenté, ce qui est très très bien.
Mais voilà, avant j'ai eu ma phase lecture brésilienne, lecture japonaise, et ça marche comme ça pour tout. Le cinéma c'est pareil, la musique c'est pareil. Je vais aller creuser comme ça de manière obsessionnelle. Et puis, ce que ces soirées ont provoqué, là, les soirées de la petite édition, c'était il y a 12 ans, donc ça, c'est le plaisir de lire un catalogue, c'est-à-dire comme on va lire une œuvre d'un auteur, livre Mhm. après livre qui va se construire et sur lequel on va trouver quelque chose, on peut lire un catalogue d'éditeurs et voir les dynamiques qui se construisent entre les livres. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Clairement. J'ai une théorie, c'est qu'en fait, le catalogue d'un éditeur, c'est une espèce de méta-œuvre. C'est-à-dire que l'éditeur lui-même ne crée rien, mais il construit quelque chose par agrégation des œuvres des autres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Il y a des éditeurs dont je vais lire beaucoup des textes parce que ça me plaît de voir dans quelle direction ils vont emmener la maison, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, comment ils vont le faire, et voilà, et toute l'évolution. Et là, encore une fois, l'objet livre, rentre en plein dans la démarche puisque faire évoluer des couvertures en même temps que des textes, c'est une dynamique qui est intéressante. Donc voilà, mais ça marche surtout comme ça. C'est vraiment soit des phases obsessionnelles, soit des phases de découverte. Et puis beaucoup, moi je suis en contact avec énormément de lecteurs, de lectrices. Là ces dernières années, beaucoup de traducteurs, traductrices, mais bon, les éditeurs, éditrices pareil. Et ça me rend curieux forcément de plein de choses quand quelqu'un quand je rencontre une librairie, un libraire ou des éditeurs, je leur demande toujours c'est quoi votre livre préféré, pas celui qui marche le mieux, pas celui qui a attiré le plus Mhm. l'attention des médias, c'est quoi celui que vous, pour lequel vous gardez une tendresse particulière. Et j'alimente pas mal mes lectures aussi en utilisant ces livres-là. Oui, mais clairement, alors moi voilà, je suis parfaitement en phase. Déjà par rapport à la question du livre préféré, c'est une question d'ailleurs que je vais vous poser tout à l'heure, qui n'est pas exactement celle-ci, mais qui tourne autour de ça. C'est vrai que parfois je découvre certaines maisons et j'ai cette envie, cette frénésie, ce besoin de rattraper les œuvres précédentes et on retrouve effectivement une méta-œuvre, comme vous dites, et c'est vraiment passionnant pour le coup. Mon autre question, c'est est-ce que il y a quand même des critères ou des principes qui guident vos choix de lecture, qui font que vous allez aller vers certains livres ou pas Oui, il y en a plein en fait, mais il y en a plein, mais c'est parfois compliqué de savoir ce qui fait qu'on va acheter un livre ou pas. Mais parmi les principes, moi j'ai cette espèce de truc de tête de mule de quand on me parle trop d'un livre, j'ai plus du tout envie de le lire. Même si le livre est bien, même si le Pareil. livre est beau, qu'il en parle. Un exemple récent, à la rentrée dernière, Triste Tigre de Neige Sino, compliment unanime, et je pense vraiment que c'est un formidable livre. J'ai écouté Neige Sino en entretien, C'est vrai. et Mm. non, mais tout le monde en a parlé, c'est pas la peine. Il y a vraiment ce truc aussi où je me suis pris à mon propre jeu de la découverte et de dire, non, je vais plutôt parler d'un livre que personne n'a lu, plutôt que de lire le livre que tout le monde a lu. Ça c'est quelque chose et puis ça se transcrit voilà justement dans le choix. Je lis très peu de littérature anglo-saxonne par exemple. J'ai préféré un texte traduit du roumain ou du finnois plutôt qu'un texte anglais ou américain. Et si je vais lire des anglo-saxons, ça va être des indiens ou des africains, mais voilà, je vais pas trop aller vers ces domaines-là. Et pareil de la même manière, alors ça fait un peu snob dit comme ça, mais c'est vraiment des choix de lecture où finalement je m'y suis mieux retrouvé parce que je vais très peu lire de français, mais par contre, je vais lire des auteurs belges, suisses, québécois et nord-africains ou libanais qui s'expriment en français. Alors voilà, maintenant je me justifie. Donc du coup, c'est pas qu'une question de snobisme, même si ça participe bien évidemment, et puis de vouloir faire absolument Non, la c'est des choix découverte et et c'est le très truc. bien. Mm. Mais c'est aussi une production pléthorique en anglais et en français, et sur lequel finalement, ce qui nous parvient, il y a de tout. Alors que quand on va aller Ouais. chercher une langue rare, le roumain, le serbe, le croate, le grec, il y a un tri qui est tellement énorme parce qu'il y a tellement peu de cette littérature, de ces littératures qui nous parviennent que globalement, on va avoir un texte de grande tenue. Voilà. Et puis sur la francophonie, c'est aussi la fatigue de lire toujours ce français un peu académique. Il y a des inventeurs, il y a des créateurs de la langue. Je C'est vois vrai. Marc Graciano qui publie maintenant aux éditions du Tripode, qui était chez Corti auparavant. Pierre Sandors qui est chez Kidam maintenant. Il y a des inventeurs de langue bien évidemment, mais je sais pas, il y a une espèce d'élasticité de la langue et de réjouissance de la langue que je C'est trouve plus vrai. chez les Québécois ou plus même chez les Belges. La poésie belge, il y a des choses géniales qui sont en train de se faire en ce moment que chez les Français.
Mmh. Alors, vous soulevez des points importants. C'est vrai, par exemple, on a cette chance-là aujourd'hui. Alors, je sais pas dans quelle mesure les gens assez largement en ont conscience, mais on a accès de plus en plus à une littérature européenne, par exemple, et aussi africaine, à laquelle on n'avait pas forcément accès de la même façon il y a quelques années. Ou alors, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. On a de plus en plus ces textes qui sont mis en avant, qu'on peut lire, qui sont traduits, où l'effort de traduction aussi est fait. Et c'est une force. Et comme vous l'avez soulevé aussi, en littérature francophone française, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Moi, je sais par exemple que voilà, il y a des maisons d'édition qui sont assez grosses et au final, on y retrouve un peu de tout. On peut s'en éloigner parce que tous les textes qu'on est amené à lire, malgré la promesse qui peut paraître intéressante, ne donnent pas les résultats qu'on peut espérer. Ouais, il y a ça, mais moi c'est vrai que par rapport à la question que vous avez posée, il y avait la question aussi de lire des éditeurs indépendants ou lire des éditeurs de groupe qui pouvaient se poser. Moi, j'ai mis un tout petit peu dans mon vin. J'ai lu quasiment que des indés pendant très longtemps. Je relis des éditeurs et des textes publiés par des groupes. Déjà parce que j'ai rencontré des éditeurs qui sont passionnés et passionnants à l'intérieur des groupes. Et alors, les conditions de production des textes en éditeur de groupe me posent plein de questions et plein de problèmes. Néanmoins, justement, sur ces questions de la francophonie ou des langues rares, il y a des groupes qui font le boulot. Et notamment, je vois depuis 2 ans, 3 ans, les éditions du Seuil se sont lancées en plein dans la francophonie et publie des auteurs C'est africains, vrai. Mm. francophones, des auteurs d'origine africaine, beaucoup plus, avec une plus grande diversité. Et ça, c'est hyper réjouissant. Et c'est un éditeur de groupe qui fait ça. Donc, il faut aussi saluer ce travail-là. Et de la même manière sur les littératures étrangères, des collections comme la collection de littérature étrangère de Grasset ou la collection du monde entier de chez Gallimard, c'est des très grandes collections qui ont toujours accordé une Absolument. importance aux littératures étrangères en langue minorée. Là, en janvier, du monde entier a publié le nouveau livre de Hakan Gundai. Alors, Hakan Gundai qui avait été découvert par une maison d'édition indépendante, les éditions Galade et Emmanuel Colas. Mais bon, ils font le boulot un peu après, mais ils font le boulot quand même, parce que là, personne ne s'était intéressé à Gundai depuis que les éditions Galade s'y étaient intéressées. Donc voilà, il y a quand même ça. Après, évidemment, il y a beaucoup d'éditeurs indépendants qui font aussi du défrichage sur les littératures étrangères. Et là, je citais Galade, la Nouvelle Zulma, Mouture, par exemple. Zulma a fait un travail génial Ouais. sur les textes étrangers. Les éditions Emmanuel Colas, justement, qui ont pris la suite de Galade. Emmanuel, elle fait un travail formidable sur les littératures turques, turques et grecques. Les éditions Intervalle, qui proposent énormément de choses aussi, traduit du grec ou des Balkans. Les éditions Do, qui vont fouiller un peu partout et qui proposent des choses géniales. Enfin voilà, les maisons d'édition de qualité, en tout cas, elles existent Bien et sûr. ça c'est assez formidable. Mais encore une fois, voilà, j'ai quasiment que des exemples de littératures étrangères qui me viennent en tête en premier lieu, Mm. quoi. Mais vous l'avez aussi, pour le coup, évoqué, c'est vrai, et on le retrouve d'ailleurs dans le rapport, si jamais les auditrices et auditeurs s'y intéressent, ils peuvent le retrouver là, mais il y a quand même pas mal de mouvements. J'évoquais le turnover tout à l'heure, mais il y a du mouvement d'auteurs, d'éditeurs, voilà, ça bouge constamment. Comment on s'y retrouve justement là-dedans? On fait comme on peut en fait, mais il y a plein de raisons à ça, hein. Là, il y a vraiment eu la question du rachat croisé de Hachette par Vivendi et le groupe Vivendi et de Editis par Daniel Kretinsky, avec des changements à la tête des groupes et donc bien évidemment des humeurs et des caractères qui sont plus ou moins compatibles. Là, on a beaucoup entendu parler de ce qui s'est passé chez Fayard. Fayard notamment. Il y a quelques années, c'était déjà chez Fayard le départ de Sophie de Closet. Tout ça, ça ouvre des perspectives et ça en referme certaines. Et puis, il y a aussi le mouvement, il est très lié à une économie du livre qui est très serrée et qui est très ventilée. C'est pas que les gens achètent moins de livres, mais c'est que le marché se polarise sur certains textes qui récoltent énormément la mise et puis une ventilation, un étalement des ventes sur plein de textes de maisons d'édition, etc. Et ça donne des conditions qui sont parfois très difficiles pour exercer le métier d'un point de vue économique et pour les auteurs-autrices et traducteurs-traductrices en premier lieu. Ouais. Donc ça explique aussi beaucoup les mouvements, hein. Je dirais qu'il y a un double, il y a une double, comment dire,
double dynamique. Mm. Il y a la dynamique des idéaux et puis la dynamique du réalisme. La dynamique des idéaux, bah voilà, moi j'ai choisi de suivre celle-ci avec un poil de réalisme quand même. Mais c'est pour ça que j'ai bossé pour des éditeurs indépendants pendant très longtemps, en faisant beaucoup de choix. Mais c'est des éditeurs qui ont peu d'argent, donc il faut cumuler les contrats, voir comment on peut les aider à développer leur chiffre d'affaires. Et puis voilà, moi je comptais en 6 ans et demi, 7 ans de freelance et d'organisation de soirées. J'avais bossé à peu près avec une centaine d'éditeurs. Bon, ben La Peuplade, c'est un éditeur un petit peu plus gros, un petit peu plus affirmé, qui a 18 ans, qui a un peu plus de moyens. Je dois dire que c'est aussi, ça me permet idéalement de cumuler le choix de cœur et le choix de raison. Le choix de cœur de travailler pour l'indépendance et sur des domaines littéraires qui m'intéressent, mais le choix de raison d'une maison qui peut quand même me payer quelque chose. Enfin voilà, qui Ouais, me bien sûr. permette d'avoir un toit Qu'il soit et économiquement un certain stable. Ouais. confort. Mm. Voilà, et ça c'est mon cas. Moi, je suis pas à plaindre, mais il y a un vrai problème dans Bien les sûr. auteurs se plaignent de la rémunération des auteurs et ils ont raison de s'en plaindre. Après, il y a des raisons, c'est des raisons systémiques et pas forcément de la mauvaise volonté, pas toujours, de la part des éditeurs. Mais je vais poser le truc tout de suite, comme ça sera fait. Mais un livre, si on veut que tout le monde soit payé au juste prix, si tout le monde était payé au prix que mérite son investissement dans un livre, ça coûterait 80 euros. Mm. Ça coûte 25 là. Et il y a eu des augmentations de prix ces derniers temps. Quand on regarde, ça c'est des choses qui ont été vues et dites déjà, l'inflation, quand on prend le prix, le rapport entre le prix du livre et le prix de la baguette de pain dans les années 80 et maintenant, le livre est un objet pas cher par rapport à ses conditions de production. Mm. Pour le lecteur, bien évidemment, ça reste un objet cher, 25 euros maintenant en moyenne, c'est pas donné quoi. Mais pour les conditions de production, un livre c'est très 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 peu cher. Et il faut voir que ouais, dans les années 70, c'était presque un produit de luxe tellement le différentiel de prix était énorme avec une baguette de pain ou avec le salaire moyen des gens quoi. Oui, clairement. Et je pense que pour le coup, pour s'investir dans le monde du livre, dans l'univers littéraire, il faut quand même une bonne dose de passion ou de conviction ou quelque chose qui soit moteur parce que les conditions ne sont pas simples. Alors j'ai un collègue éditeur indépendant qui explique quand on lui parle de la dose de passion et tout ça, que la passion, il fait toujours ce rappel historique, c'est quelqu'un qui a fini cloué sur une croix et lui, il a peut-être la passion, mais il n'a pas cette vocation. Mais, C'est pas mais faux. c'est un bon exemple. Parce que oui, la passion, bien sûr, mais et tout le monde vous dira la passion, même quand parfois il y en a plus beaucoup. Et c'est l'un des moi je vais plutôt parler de l'inverse, de ce qui peut guetter certains éditeurs ou certains libraires. Parfois, c'est l'aigreur de ne plus parvenir à faire ce qu'on veut, l'aigreur à ne plus parvenir à promouvoir ce qu'on a envie, ce qui nous semble avoir du sens. Donc la passion, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est un vrai moteur. Je vais pas dire le contraire. Et moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est parler des livres avec le sourire. Et j'espère que vous entendez le sourire Mais quand je parle complètement. dans le micro. Mais c'est dangereux aussi. Et une passion avec trop de galères, ça devient vite une aigreur et un renfermement sur soi. Donc ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention. Mais après, il y a plein de solutions. Et en fait, il y a une solution majeure pour éviter ça, c'est revenir au texte. Toujours revenir au texte. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire dans ce cas, en fait, étant donné les conditions difficiles, parce que ça, c'est un fait, euh, quel est le driver, quel est le moteur au final mais vous venez d'y répondre, donc le Et texte, puis toujours le texte. peut-être, là, voilà, moi Et c'est vous la avez... réponse de quelques-uns, mais il y a une libraire qui m'avait dit une belle chose un jour. Elle disait, être libraire, c'est pas aimer les livres, c'est aimer les gens. Donc il y a aussi les gens et il y a la question du partage, parce que ça c'est fondamental dans beaucoup de nos métiers. Alors il y a des éditeurs qui restent derrière le travail du texte, etc. Mais s'ils promeuvent un texte et qu'ils veulent en faire un livre, c'est bien qu'ils ont envie de partager derrière, quoi. Donc pour moi, il y a les deux. Il y a le texte et il y a le partage. Et s'il n'y a pas l'un des deux, ça marche pas. Oui. Et on lit tous pour peut-être pour des raisons différentes, mais au final, ça nous réunit. Ça, c'est, on lit pour apprendre, pour découvrir, pour aller vers les autres. Alors, justement, du coup, on parle de conviction, de livres et de pouvoir finalement de la littérature. Et on croit en la littérature parce qu'on croit en son pouvoir. Vous, quelle est votre vision personnelle justement de ce pouvoir et de l'impact que peuvent avoir les textes, donc les romans, les poèmes, vous en lisez beaucoup, vous aimez ça, les récits, voilà, tous ces textes-là, quel impact ou quels impacts ils peuvent avoir sur les lectrices et les lecteurs? Et corollaire aussi, quels aspects de cette influence vous semblent les plus importants?
Alors, c'est une question, je pense que je vais avoir une réponse un peu décevante par rapport à ça, parce que je crois plus trop au pouvoir de la C'est littérature. vrai? Je crois en Et une forme de pourquoi? quelque chose, mais bah, disons que c'est un enjeu, bien sûr, mais là, j'ai vu la semaine dernière un seul en scène d'un auteur québécois qui s'appelle Mathieu Arsenault, Mmh. et qui mettait en scène un extrait de son livre La vie littéraire, qui est paru aux éditions du Cartanier. Et c'est un livre qui est génial et qui est dur parce qu'il dit tout le potentiel de la littérature et il dit tout le désespoir. Et il dit, dans les bibliothèques, des gens sont payés pour balayer toutes les vies bouleversées des lecteurs qui sont tombés au sol à un moment, au moment où ils ne s'y attendaient plus, ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est toute la question du bouleversement. Moi, je pense en un bouleversement général. C'est-à-dire que je pense pas, un livre peut changer la vie de quelqu'un, oui, c'est vrai, c'est possible. Bah moi, clairement, je parlais du Seigneur des Anneaux, et encore une fois, c'est pas un choix très original parce que je pense que c'est un livre qui a bouleversé la vie de pas mal de monde. Moi, ça a eu un impact sur ma carrière professionnelle, mais je sais pas à quel point ça m'a changé en tant qu'être humain. Par contre, c'est la fréquentation des livres, en règle générale, de la littérature en règle générale, et des gens des métiers du livre qui m'ont changé. Après, et c'est pareil, le pouvoir. J'ai lu et j'ai parlé avec trop d'auteurs des Balkans, je pense, qui ont vécu la guerre et qui ont une vision très cynique de ça. Et justement, quand ils arrivent en Occident et que on leur dit que peut la littérature face à la barbarie du monde, ils sortent une réponse. Puis quand on fume une cigarette avec eux, ils disent, ben en fait pas grand-chose. On écrit dans notre cave, on sort et puis il y a un sniper qui nous tire une balle dans la tête. Et la littérature, elle peut rien à ce moment-là. Alors c'est assez pessimiste dit comme ça. Après, je pense il faut replacer les choses. Mmh. Non, mais c'est vrai que la réalité du monde fait que, voilà, il y a des choses qui sont clairement supérieures et contre lesquelles le livre pourrait ne pas pouvoir grand-chose. Mais par contre, c'est vrai qu'à travers les livres, et d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui, on peut trouver des formes quand même de repères, non? Vous ne trouvez pas? Oui, alors voilà, après, il y a plein d'outils d'usage. J'aime pas parler d'usage, mais enfin, la littérature peut apporter beaucoup de choses. Et elle peut apporter pour moi deux choses importantes qui se passent en ce moment. Il y en a une qui est très dominante en ce moment, qui est importante, avec peut-être des effets secondaires, mais c'est la question de la reconnaissance de soi-même. C'est ce qu'on expérimente beaucoup en France, et notamment dans l'ouverture des littératures françaises Mmh. à des voix plus diversifiées, des voix issues de l'immigration, beaucoup plus de femmes Mmh. publiées, des choses comme ça. C'est méga important, et je vois beaucoup de lecteurs et surtout de lectrices se dire ah, enfin des voix qui me ressemblent. Donc ça, c'est un enjeu politique très important pour la construction de soi-même. Ça, c'est le premier truc. L'autre, et qui est plus ma manière de pratiquer la littérature, mais c'est pareil, hein, je pratique la littérature d'où je me situe, c'est-à-dire homme blanc, cis hétéro, 40 ans, impliqué dans le milieu culturel. Moi, c'est la découverte de l'autre, c'est de la découverte de l'altérité. Alors, ces voix, justement, bah, ces voix féministes, ces voix décoloniales, Mmh. ces voix LGBT, moi déjà je trouve qu'elles ont un imaginaire fabuleux qui était très peu présent jusqu'alors dans nos cultures, dans nos repères, dans nos imaginaires. Donc ça déjà c'est formidable. Et les gens qui disent on peut plus rien dire de nos jours, par exemple, moi, je les comprends pas. On n'a jamais autant dit de choses diverses. Parfois Donc ça trop. c'est formidable. Parfois trop, mais c'est vrai, en fait, ce que vous dites, c'est hyper intéressant et c'est vrai. Enfin, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que ça peut pas justement donner lieu à quelque chose, avoir un impact au final, la littérature, mais ça nous permet à minima d'aller à la rencontre de l'autre avec un grand A, quel que soit cet autre, et inviter à une forme de tolérance. Déjà, l'autre devient moins effrayant, moins mystérieux, et aujourd'hui, on en a quand même besoin. Ouais, mais voilà, et moi c'est pour ça que les littératures étrangères m'intéressent. Le pouvoir que la littérature peut avoir à terme, et si elle se répand et si elle se diffuse, enfin, si certains courants se répandent et se diffusent, c'est de faire changer les mentalités et de faire changer les imaginaires. Ça, c'est fondamental. Moi, il y a un truc que je déplore actuellement. On est inscrit depuis les années 60 dans un processus de construction européenne, qui est un processus de construction qui a été majoritairement économique. Et on a beaucoup de mal à se figurer les différences qu'on peut avoir avec les camarades des pays d'à côté. Mais ne serait-ce que la Belgique, qui n'est Mm. pas la France, ne serait-ce que l'Allemagne, qu'on croit connaître, et sur lequel on a beaucoup de clichés à dire. Et quand on parle de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Sud, bon, bah, si c'est pas des destinations de vacances, C'est généralement, on vrai. n'en sait pas grand-chose. Mm. Et si c'est des destinations de vacances, on en sait des choses fausses.
La littérature européenne, pour ne parler que d'elle, mais ça peut généraliser au monde entier, c'est une manière de comprendre des mentalités différentes, d'apprendre, à partager, à participer et à tolérer. Évidemment, quoi, on lit des choses qui nous ouvrent l'imaginaire. Et qui peuvent parfois être plus fortes que une explication rationnelle. C'est ça la puissance de la Exactement. littérature, c'est une explication émotionnelle. Mais le pouvoir immédiat de la littérature, c'est ça auquel je crois pas. Moi, je crois au pouvoir au long terme de la littérature et je crois au pouvoir de la curiosité. Parce que la littérature, ça peut être aussi valider ses idées et rester dans son entre-soi et dans sa bulle et ne pas en sortir. Ça, c'est le problème aussi. Mais en termes de potentialité, en tout cas, oui, il y a cette formidable chose qui permet de connecter intimement à l'autre. Oui, ouais, clairement. Alors, déjà, par exemple, vous évoquiez les Balkans, mais aujourd'hui, il y a certains livres qui sont publiés, dont notamment récemment chez La Peuplade, mais euh, on apprend beaucoup plus de choses sur la guerre de Yougoslavie, par exemple, et qui nous fait découvrir la réalité des autres et qui nous invite à aller à voir ce que ces gens-là aussi ont pu vivre, ont pu ressentir. Voilà, ils ne sont plus, ça les rapproche. Voilà, ça nous rapproche en fait, et ça nous fait davantage ressentir notre humanité et le fait qu'on est tous pareils au final. Et ça, c'est très important. Ouais, ben ça c'est un bon exemple. Enfin, la guerre en Yougoslavie, ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, la séparation de ces pays et tout ça, c'est quelque chose qui a abreuvé les images des infos des années 90, 91, 95. Moi, je m'en souviens, j'avais 10-15 ans à ce moment-là. La Croatie, la Serbie, le Kosovo, etc., etc. Voilà. Et puis après, on arrête de parler de ces Ouais, pays et on parle que de la guerre, on parle des massacres et tout ça. Mais c'est beaucoup plus complexe, c'est une réalité beaucoup plus complexe. Le texte qu'on a publié à La Peuplade, par exemple, c'est une mm, villageoise sans cochon qui est de excellent. Jelika Mm. Horvatchech ou celui qui est paru aux éditions Les Argonautes il y a quelques mois aussi, Christian Novakter, Mer Noire. Ça se passe à peu près dans le même coin de la Croatie et c'est un endroit où il n'y a pas dû avoir plus de 48 heures de combat. Ça n'empêche pas que tout le monde Ouais, est traumatisé et tout le monde ouais, a vécu des choses. Et puis après les combats, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où cette littérature, elle devient très très puissante pour comprendre aussi notre contemporain, c'est la montée des exactement. nationalismes et la manière dont ça va influer sur les Les enfants, les générations adultes à bien évidemment, venir. mais aussi Ouais, les enfants et tout ça. Exactement. Et cette génération-là d'auteurs, comme Christiane Nova, comme Jelika, ben ils vivent avec ça maintenant et ils écrivent leurs romans maintenant et ils ont un regard sur la situation qui est très très fort. La traductrice de ces deux ouvrages, excellente, Chloé Billon, incroyable, elle a hein. ben voilà, exactement, et elle a une formule qui dit les Balkans, ça a été le laboratoire du Mm. néolibéralisme et ce qui est arrivé dans les Balkans depuis les années 90, c'est ce qui risque de nous arriver à nous là, enfin c'est même ce qui nous arrive Mm. à nous maintenant quoi. Et je pense qu'elle a parfaitement raison. Et la littérature, c'est un moyen de le comprendre émotionnellement. Par l'essai, on n'a pas les mêmes choses qui nous paraissent, qui Ah nous bah alors, parviennent par du les coup, essais. j'ai deux choses à dire. Mais par exemple, alors, il y a aussi Bonavia de Dragan Velikic qui traduit assez bien cet effet de l'histoire avec un grand H sur les générations qui viennent et on voit qu'au final elle continue à porter un fardeau parfois qu'on ne comprend pas mais qu'on traîne comme un boulet et il est important aussi et lui il rentre vraiment profondément là dans la dimension psychologique des personnages et ça nous montre ce que c'est et l'autre chose que je voulais dire, c'est, alors pour moi, la littérature, elle vient apporter deux angles qui viennent compléter l'aspect théorique, c'est l'émotion et l'imagination. Et pour moi, au final, ça fait un triangle au cœur duquel, quand même, on peut trouver l'action pour changer, amener quelques transformations, même si ce sont voilà, des évolutions mineures, mais nous amener quand même à bouger et ne pas rester dans une inertie au sein de laquelle nous sommes inactifs, en fait, et qui fait qu'on ne fait pas grand-chose. On doit agir, on vit dans un monde où on doit quand même essayer de faire quelque chose à nos niveaux. Oui, bah, je suis d'accord avec vous, hein. Le triangle, je l'aime bien. Moi, je pense que même la réflexion, elle peut être à l'œuvre dans la littérature aussi, en plus de l'imagination et de l'émotion. On n'est pas obligé de se référer qu'à des essais, même si c'est bien d'aller voir du côté de ce que font les journalistes et les sociologues, anthropologues et tous les gens qui réfléchissent à nos sociétés et à ce qui s'est passé. Voilà. Et après, ce que vous dites sur Velikic, oui, bah voilà, moi, en fait, ça me fait penser que là est paru un livre aux éditions de la Contralée. J'ai plus le titre en tête, mais l'auteur, c'est Alphonse Cervera. Claudio regarde. Exactement.
Et Alphonse, lui, il réfléchit sur la guerre d'Espagne. Il avait publié une tétralogie de livres qui était paru en France à la Fosse aux Ours, organisé notamment autour de Maquis, qui a été son seul succès en France, et qui parlait de la manière dont les gens vivaient la guerre d'Espagne dans un village imaginaire. Et puis les quatre livres qu'ont publié la Contralée, là, c'est la mémoire, c'est-à-dire 60 ans après, qu'est-ce qu'on a hérité de ça, et surtout du silence qui s'est abattu après la guerre d'Espagne. Il y a eu la loi du pardon, etc. Et c'est comment on vit avec ça. Donc c'est le fardeau de l'histoire, même quand on ne l'a pas sur les épaules, mais qu'en fait on se rend compte qu'on l'a hérité. Il y a des pages magnifiques dans Alphonse Cervera pour parler de tout ça, et ça permet aussi de comprendre la réalité espagnole actuelle, et notamment la remontée du fascisme, puisque on a tué les crimes du fascisme, on n'a pas décidé de pas faire de travail dessus, et que du coup les gens sont privés d'une partie de leur mémoire. Donc ouais, ça rentre en plein dedans, et c'est un travail politique nécessaire. Alors peut-être que je suis un petit peu pessimiste dans mes réponses, mais bien évidemment que je crois à quelque chose de positif du côté de la littérature et du livre. Sinon je ferais pas tout ce que je fais. Et la question de l'action, pour moi, c'est ça l'engagement. C'est pour ça que je m'intéresse aux langues dites minorées ou aux langues rares, voilà, comme le grec, le serbo-croate, l'ukrainien, le polonais, le finlandais. Voilà, il y a un enjeu à travailler ces langues parce que c'est faire découvrir l'autre. Et puis il y a un enjeu sur les littératures européennes, évidemment, et il y a un enjeu sur la francophonie aussi. Quand on lit le témoignage de quelqu'un qui vient prenons l'exemple du Québec, puisque c'est celui qui m'occupe au quotidien. Le Québec, c'est un endroit qui est coincé entre deux réalités. La réalité d'avoir été colonisé par les anglo-saxons et les Canadiens anglophones qui voulaient faire disparaître la langue française, et la réalité aussi de colons qui ont appliqué leur joug sur le territoire et qui se sont employés à faire disparaître les langues autochtones notamment. Et ça donne des choses hyper intéressantes parce que les générations qui viennent maintenant, elles sont dans ce double mouvement d'affirmation de la langue et de la culture en français du Québec, avec une littérature qui se singularise de plus en plus, je trouve, et qui va trouver de plus en plus, qui sort de l'idée de se singulariser justement pour rejoindre un concert international des littératures et de l'expression et tout ça. Donc le Québec est en train de prendre une voie internationale, et d'abord dans la francophonie au niveau littéraire universel. Et puis il y a toutes les cultures autochtones qui sont en train de surgir depuis quelques années suite au travail de certaines figures autochtones, et puis de maisons d'édition qui maintenant sont spécialisées. Alors c'est les éditions Mémoire d'Ancry et les publications de Joséphine Bacon, qui est une grande poétesse inoue, et puis Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine. Et puis depuis plusieurs années maintenant, c'est les éditions Anne et Nora qui sont tenues par des autochtones, par des gens des Premières Nations, qui vont travailler leur littérature, leur tradition, leur conte à l'écrit. Ça, c'est fondamental, par exemple. Donc voilà, la littérature, ça permet aussi de faire s'affronter une double réalité qui est celle de je suis un colonisateur et je suis un colonisé au même moment, et ça pose des questions très intéressantes qu'on devrait se poser en France aussi. Et voilà, avoir accès à ces francophonies, aux francophonies africaines aussi, c'est avoir accès à des questionnements qui peuvent être très, très intéressants pour nous. Il y a un mot que je replace à toutes les sauces, mais que j'aime bien parce qu'il dit beaucoup à la fois sur le travail de la maison et sur ce que je pense de ce qu'est une bonne littérature. C'est l'auteur portugais Miguel Torga qui l'a dit. Il faut lire ses Contes de la montagne aux éditions Chandaigne, c'est magnifique. Et les animaleries aussi, des contes animaliers qu'ils ont publiés l'année dernière en français qui sont superbes. Il dit la littérature universelle, c'est la littérature locale, mais sans les murs. Et moi j'aime bien ça. J'aime bien avoir à la fois dans la littérature cet aspect local qui va m'enseigner des choses, mais des choses qui sont pas forcément réalistes d'ailleurs, mais juste dans un imaginaire d'un endroit. Et en même temps, ça pose des questions qui sont universelles, ça pose des questions métaphysiques, ça pose des questions sur comment on veut vivre nos vies. Complètement. Et tout à l'heure, vous évoquiez justement, vous disiez, bon, alors que vous ne croyez pas forcément, même si voilà vos mots, ils traduisent aussi pas mal de choses, en la transformation peut-être immédiate, mais plutôt de long terme. Mais du coup, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un livre peut être un agent de transformation? C'est une bonne question, ça. Moi, je pense que la puissance la plus forte qu'un livre peut transporter, c'est un imaginaire. Donc, un bon agent de transformation, c'est un livre qui va transformer l'imaginaire, qui va changer la manière dont on voit le monde. Moi, je vais faire part de ma petite épiphanie, hein. Moi, je viens d'un environnement où j'étais biberonné aux séries américaines, aux films américains, aux blockbusters, etc., etc. Le film d'art et d'essai, j'ai toujours un peu de mal.
y aller, je vais toujours voir les Avengers au cinéma, c'est mon trip, et Star Wars, quoi, voilà. Et tout ce terreau américain dans lequel on est élevé, hollywoodien même plus qu'américain, parce que c'est un imaginaire américain, il est extrêmement destructeur, parce il forme notre imaginaire sans qu'on s'en rende compte. Et moi, de lire des littératures étrangères, d'avoir des gens pour m'amener vers des univers, d'autres univers, des univers latino-américains, vraiment, c'est mon premier saut, c'était les univers latino-américains, japonais, et puis maintenant plus européens, mais aussi du Caucase ou des choses comme ça. C'est un changement profond de mon imaginaire, c'est-à-dire que les structures, ce que j'attends d'une histoire, c'est pas la même chose. Les légendes que j'aime, c'est pas la même chose. Et maintenant, je me retrouve très déçu. Et je prends un exemple pareil, très mainstream, mais la série The Witcher avec Henry Cavill sur Netflix. Moi, je suis toujours très friand d'heroic Mhm. fantasy, donc je vais la voir et je me dis quand même, c'est très américain tout ça. Donc je vais voir les bouquins et là, je découvre des bouquins avec des narrations éclatées, complètement différents et tout ça. Et le bouquin est généralement mieux que la série, quoi. Et je vois pas comment la série peut transcrire à part en Bien sûr. appauvrissant l'imaginaire de cet auteur polonais, quoi. Et ça, ça c'est une transformation qui est assez rapide en fait en Ouais. quelques années. Mais on voit même des changements sociaux, l'acceptation d'un certain nombre de choses, même si là la période se gâte un peu. Je veux dire sur les droits des femmes, sur des choses comme ça, d'avoir des figures, de remettre en. Là, il y a tout un mouvement depuis 10 ans qui se bat pour remettre en avant le matrimoine Mm. littéraire. Ça, c'est très important. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'autrice jusqu'au début du 20e, jusqu'au milieu du 20e siècle, il n'y avait pas d'autrice, puis d'un seul coup, paf, il y a Marguerite Duras et Marguerite Yourcenar qui ont apparu. Avant, on avait une vague idée de Colette, mais on la confinait à l'écriture pour enfants, ce qu'elle n'a pas jamais fait. Et George Sand, pareil, quoi. Et là, d'un seul coup, on redécouvre 300 ans, 400 ans d'histoire littéraire, féminine, et on examine d'une autre manière les femmes en littérature. Ça, Ouais, bien sûr. grande victoire de la Et vaut mieux tard que littérature. jamais. Oui, tout à fait. Euh, alors, est-ce que vous avez aussi en tête, du coup, on parle de transformation, vous avez parlé du Seigneur des Anneaux qui a eu un effet important sur vous. Est-ce que vous avez un exemple concret en tête où un livre a pu avoir un impact quand même sur quelqu'un d'autre? Alors, malheureusement non, et c'est marrant cette question parce que ça fait 4 ou 5 ans, je le balance comme ça, mais que j'ai un projet de podcast autour de cette question que je fais pas parce que j'ai pas le temps. Le temps, cette denrée rare. Mais l'idée, c'était vraiment un podcast qui s'appelle Bouleversez-moi, et je voulais interroger des gens et qui sont pas des gens du livre, Ouais, des gens d'ailleurs, qui parlent de leur livre, de celui qui les a bouleversés, qui a changé leur vie, et qu'on échange autour de la littérature, autour de cette idée de c'est une très bouleversement de belle la vie, idée. parce que ça m'intéresse justement de savoir, mais j'ai pas de réponse du coup. Bah, quand vous le mettrez en place, du coup, ce podcast, et il y a tant à dire, justement. Alors moi, encore une fois, je me place du point de vue des lecteurs parce que je n'appartiens pas du tout à l'univers du livre. Je sais juste, enfin, je tiens au livre, je crois en son pouvoir. On en parlait tout à l'heure. Donc, je pense, je suis vraiment cette conviction que ça peut aider à rendre les gens et donc les choses et donc les sociétés meilleures, en fait. Il y a des livres qui, clairement, invitent à changer, cassent des œillères, cassent des barrières, permettent d'aller vers des gens vers lesquels on n'irait pas par ailleurs. Ça agit, ça agit. Le livre agit. Donc, ouais, j'ai hâte de vous écouter alors dans ce podcast. On verra dans Je quelques années, croise ouais. les doigts. Alors du coup, si on revient sur les éditions indépendantes, on l'a évoqué en introduction, elles rencontrent certains défis et évoluent dans un environnement pas facile. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu plus de cet engagement et de cette énergie que vous déployez pour les promouvoir? Ben, alors déjà, il faut voir que là, on est dans un contexte très favorable, que ce soit en France ou au Québec, depuis une vingtaine d'années. Il y a énormément de maisons d'édition indépendantes qui sont nées. Là, on a fêté les 40 ans ou les 30 ans des ancêtres, on va dire. Enfin, pas des ancêtres, parce qu'elles n'aimeraient pas que je dise ça, mais de gens, voilà, comme Liana Levy, comme Viviane Ami, même si Viviane Ami n'est plus indépendante, Viviane Ami n'est plus chez Viviane Ami. Voilà, les éditions Verdier, les éditions Zulma, les éditions Sabine Ouais. Vespizer, déjà, elles ont fait un travail de défrichage et d'installation d'éditions indépendantes et de littérature qui leur tenait à cœur incroyable. Là, maintenant, on est devant
une pléthore d'éditeurs et d'éditrices. Je pourrais en citer, je pourrais passer 1 heure rien qu'à citer Bien des sûr. noms, quoi. Voilà, j'en ai déjà cité quelques-uns. Ouais, et je le disais tout à l'heure, en principe, alors je l'avais lu aussi, mais il y a quand même aussi un certain turnover au sein de ces maisons, parce que toutes n'arrivent pas forcément à survivre et n'ont pas toute la longévité des éditions Verdier ou Sabine Vespizer. Bah voilà, mais c'est très très compliqué. Moi, je connais quelqu'un, une personne qui a été vraiment fondamentale dans ma formation et ma compréhension de l'édition indépendante. C'est Jean-Luc André Daciano, qui a créé les éditions L'Œil d'Or il y a un peu plus de 20 ans et qui est aussi auteur aux éditions Forges de Vulcain. Donc, il connaît la maison d'édition des deux côtés. Il a fait des actions de mutualisation. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu un impact assez, enfin, qui a essayé d'avoir un impact en mutualisant et en faisant des échanges à la fois sur le fond et sur le métier. Et les éditions L'Œil d'Or, il les a créées avec 0 €. Ça, c'est plus possible de nos jours. C'est plus du tout possible. Et bien sûr, plus de titres, moins de visibilité, une concurrence accrue. Hein, l'exception, ce qu'on appelle l'exception culturelle français, par exemple, c'est juste Ouais, un mensonge. Hein, le livre, malheureusement, hein, là, le commerce du livre, c'est un marché, et c'est un marché ultra dur, ultra concurrentiel, avec effectivement des groupes qui ont des moyens délirants parfois et des moyens pas seulement monétaires mais symboliques aussi. Moi, quand bien sûr. j'entends un éditeur me dire que en janvier, il a déjà parlé de ses titres de la rentrée au jury des prix, je flippe, quoi. Je flippe, quoi. J'ai pas cet Ouais, accès-là. Peut-être que mon livre sera lu, peut-être que mon livre sera envisagé, peut-être que l'enveloppe sera jetée directement. Donc le questionnement déjà, il est très différent entre pour la presse ou pour la presse, pour les libraires ou pour les prix. Le grand éditeur, il va se demander de quel livre on va parler. Nous, on est en train de se demander de quel livre est le mieux placé pour que éventuellement on en parle. Donc ça, ouais. c'est quand même assez difficile et douloureux comme situation. Et évidemment, plus on a d'attention médiatique et d'attention de la part des libraires et d'attention aussi sur les réseaux sociaux, et plus le commerce du livre fonctionne, quoi. Alors après, la différence, c'est qu'un éditeur indépendant peut faire un succès avec un livre à 800 exemplaires et gagner de l'argent dessus, et une maison d'édition de grosse taille peut faire un flop avec un livre vendu à 30 000 exemplaires. Mais elle peut plus facilement l'accueillir, c'est la C'est ça. différence. C'est plus acceptable pour une grande maison. En tout cas, c'est moins, l'effet marginal est moins important. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, donc oui, c'est des difficultés. Et puis, l'indépendance, elle a ses limites, j'ai envie de dire, dans le sens où on est quand même, à partir du moment où l'éditeur atteint une certaine taille et n'est pas sur un créneau très spécifique, on est obligé de passer par une diffusion et une distribution déléguée. Et la Ouais. diffusion-distribution déléguée, n'en déplaise à certains collègues éditeurs qui se présentent comme des artisans, c'est un processus industriel, c'est une chaîne logistique, c'est des gens pour mettre des livres sur des tapis roulants qui vont ensuite arriver en Mhm. boîte et qui vont aller en camion par une flotte de camions dans toutes les librairies de France. Et c'est un acteur économique majeur, la distribution. La distribution, c'est comme la banque au casino, elle gagne toujours à la fin. Hein. Alors, ça a des coûts, hein. C'est très très élevé de remettre en place une chaîne logistique, mais on est tous tributaires de notre distribution et de notre diffusion. Si la diffusion parle mal des livres, les livres se vendront pas. Si la distribution n'assure pas le déplacement des livres et la fourniture des livres aux libraires, je perds mes mots là. Ça ne va pas marcher, quoi. Ça ne va pas marcher. Et ça, c'est des choses qui échappent complètement à l'éditeur. Mais si l'éditeur ne fait pas bien son travail en amont de la diffusion-distribution ne pourra rien faire, quoi. Donc ouais, c'est très tendu. Et l'autre chose aussi, l'autre réalité pour des éditeurs indépendants, et moi c'est pour ça que je les admire beaucoup, c'est qu'être éditeur, c'est 15 boulots. Il faut être patron Bien d'entreprise, il faut sûr. être travailleur du texte, travailleur de l'objet imprimé, communicant sur les réseaux sociaux. Avoir l'humain avec les auteurs et autrices d'ailleurs. Mm. Voilà, il y a 15 boulots en un, et globalement, la plupart des gens que je connais, ils sont bons peut-être dans 2, 3, 4, 5 boulots, mais on peut pas tout couvrir. C'est très rare les gens qui arrivent à couvrir toute l'étendue du spectre. Et voilà, des toutes petites équipes, donc on peut pas forcément s'adjoindre les bonnes personnes. Là, la peuplade, on est 6 maintenant. Bah voilà, ils ont moi pour le territoire européen, c'est ma spécialité, ça tombe bien. Ils ont 2 éditeurs, un assistant polyvalent, une spécialiste de la com au Québec.
feedback et un directeur général. Donc là, on est déjà, c'est beaucoup plus facile pour nous parce Ça que paraît peu quand même quand on se dit par rapport à la masse de travail qui est nécessaire, c'est fou. bah, ça paraît peu, mais néanmoins, et on travaille tous trop, mais au moins, on a chacun nos spécialités. On peut travailler selon nos spécialités. Des maisons d'édition, beaucoup de maisons d'édition, c'est une personne, deux personnes, trois personnes, quatre, et voilà, quoi. Et c'est tout, quoi. Et il faut tout faire, quoi. Et la comptabilité, les droits d'auteur, le juridique, ça, c'est pareil, c'est d'autres métiers encore qui rentrent dans les prérogatives de l'éditeur. Et c'est quoi la solution, Julien, pour simplifier? Est-ce que c'est possible de simplifier, ne serait-ce que ça? Simplifier, c'est compliqué parce qu'on est dans un monde compliqué, mais moi je dirais le truc, pour moi la solution, elle passe par il y a plusieurs choses. Déjà, la mutualisation, elle est fondamentale. Là, le contre-pouvoir qu'on a par rapport à un système qui est très très enfermé, c'est les réseaux sociaux et c'est la possibilité qu'on peut avoir de convaincre des lecteurs et lectrices curieux. Encore faut-il que les lecteurs et lectrices soient curieux, c'est une autre question. Mais ça, je pense que c'est à nous de nous en occuper et d'apprendre à parler le langage des gens pour les intéresser. Mm. Moi, j'entends beaucoup de mes collègues qui sont, par exemple, très condescendants vis-à-vis des lecteurs et lectrices de romances. Bon, moi, je ne le suis pas du tout. Je ne blâmerai jamais un lecteur ou une lectrice de ses choix. En revanche, si nous, on n'est pas capable de leur parler, de les intéresser à ce qu'on fait, bah, c'est nous le Ouais, je problème. comprends. C'est trop facile de dire c'est la faute de la société, c'est la faute Mm. de Netflix, c'est la faute de la romance, c'est la faute de l'école, c'est la faute... Ou non, non. C'est très humble comme position et c'est enfin humble et aussi justement c'est important aujourd'hui de se dire, je pense qu'on est beaucoup dans une position tous en tant qu'humains aujourd'hui plutôt défensive, c'est-à-dire on cherche un coupable, on cherche un bouc émissaire. Pour nous, le responsable c'est l'autre, au lieu de se dire bon. Pourquoi moi, je n'arrive pas forcément à répondre à certaines situations, à certains faits, etc. Peut-être que je peux aussi voir quelle est ma marge de progression et définir des actions pour m'améliorer. Bah, c'est ça, hein. Et moi, je pense que c'est pas seulement individuel, mais c'est vraiment une démarche Bien sûr. collective et une réflexion collective qui doit être initiée. Donc ça, déjà, c'est une chose. Parler et puis ben, partager dans l'enthousiasme, ça c'est fondamental. La mutualisation entre éditeurs, c'est fondamental. Et susciter la curiosité chez les lecteurs et les lectrices et avant tout chez les professionnels du livre. Moi, j'ai découvert là, il y a quelques mois, en début d'année, il y a Clémentine Beauvais qui a sorti un petit tract aux éditions Alt, enfin dans la collection Alt aux éditions La Martinière. C'est un tract pour jeunes adultes. Ouais. Comment jouir de la lecture. C'est un texte génial. C'est un texte génial. Je vais pas dire que j'ai appris grand chose en le lisant parce que c'est exactement comme ça que je le lis, mais elle donne des clés. Elle explique voilà ce qu'on dit de la lecture. On a deux discours sur la lecture. C'est Mm. la transcendance par les classiques ou la lecture loisir. Et elle, ni l'un ni l'autre ne la satisfont. Et elle propose 4 pages où elle explique tous les plaisirs qu'on peut prendre à la lecture. Et ça, c'est fondamental. C'est par le plaisir, c'est par l'enthousiasme, c'est par le partage de l'enthousiasme. Moi, voilà, on parlait tout à l'heure de ce que peut changer la littérature. Ben, je pense que voilà, on peut tout changer par le partage de l'enthousiasme. Si on est emballé par un texte, allez le voir et ne pas avoir peur de. Je dirais que là, c'est pas compliqué de prendre des. Enfin, c'est pas prendre des risques que d'aller voir des textes qu'on n'aurait pas imaginé aller voir comme ça, quoi. Mm. Et se dire plutôt que de lire. Moi, le truc un peu mortifère que je trouve, c'est et encore une fois, je vais pas juger les gens, mais ça m'inquiète un peu quand même, c'est je vais aller lire pour voir, parce que tout le monde en parle, je vais aller me faire mon propre avis sur un livre. Mais moi, je pense qu'on a toutes les chances d'être frustrés en faisant ça. C'est triste parce qu'on on lit parce que les autres lisent, on lit pas parce qu'on a envie de découvrir quelque chose. Et du coup, Et c'est pas c'est la une même démarche de chose. Ouais. frustration et non, et on va être déçu. Moi, je pense que il faut, voilà, dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me donnerait envie. Et c'est là où nous, professionnels du livre, on a un rôle à jouer. Là, j'en parlais dans l'interview chez Page Sauvage. Il y a une étude que malheureusement je n'arrive pas à retrouver, ça m'agace. Donc, si quelqu'un l'a sous la main, le sait, qui m'envoie le lien, mais c'est en 2023, 2022, je crois, le deuxième commerce que le français trouvait le plus intimidant après la pharmacie, c'était la librairie. Mais quel échec pour nous tous, quoi. Ça craint, quoi. Et ça, bah voilà, c'est là où on a une marge d'amélioration, c'est là où on doit faire quelque chose, quoi. Et les libraires se bougent les fesses, d'ailleurs. Moi, je trouve, depuis 3-4 ans, depuis le Covid, il y a eu un changement, il y a eu une prise de conscience, et il y a des libraires qui font des choses formidables, Complètement. là. Alors, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai, pour le coup, il peut y avoir de tout au sein des libraires, mais il y en a qui font un travail formidable. Mais surtout,
les librairies aussi n'évoluent pas dans une économie qui est facile et il peut y avoir aussi du dépit, de la résignation au sein des libraires. C'est compliqué. Ouais, mais tous les professionnels du livre, hein. Moi, je pense qu'on est tous, c'est pareil. On a sur le dos le poids de très très grands idéaux Ouais. dont la société ne se rend plus compte. Et moi, je pense que le problème aussi, il est très politique, hein. C'est-à-dire que là, on a des mots, voilà, quand notre président de la République parle de quart d'heure de lecture obligatoire, de choses comme ça, il y a ce grand mot valise dont les politiciens ne savent pas quoi faire, c'est Ouais, lecture publique. Ça, ils peuvent pas l'enlever. La lecture, c'est bien, mais pourquoi c'est bien? exactement. Plus personne sait pourquoi, plus personne sait comment. Et je pense que tu vois, même c'est pour ça que parfois je suis un peu embêté pour répondre à certaines des questions que vous avez posées, parce que on est tout le temps en train de, soit ça va de soi, soit ça va pas de soi, mais on n'interroge plus les fondamentaux. Et ça, ben voilà, ça peut engendrer de l'aigreur chez certains professionnels, beaucoup de professionnels. Je connais beaucoup d'éditeurs qui sont aigris et j'en suis triste ou malheureux. Beaucoup de malheur, quoi. Moi, ça me Bien rend sûr. triste, surtout pour eux, quoi. Et même moi, par moment, je fais le fanfaron sur Facebook et j'ai toujours plein d'enthousiasme, mais des fois, je grogne Mhm. dans mon lit et j'ai pas envie de me lever et d'affronter le monde parce que je suis frustré d'un texte qui a pas marché, d'une manière dont on a pu me parler ou des choses comme ça, quoi. Mais, ben voilà, mais après, voilà, ce mot ces mots lecture publique, bibliodiversité, etc., c'est un énorme poids que tous les professionnels, groupes ou pas groupes, ont sur les épaules, hein. Et ça, il serait temps qu'on en discute un peu avec les politiques pour dire, ben, vous parlez de lecture publique, de trucs, mais ça implique une politique culturelle. Et l'économie du livre, à l'heure actuelle, en France, elle s'est inscrite, elle s'est créée autour d'une politique culturelle forte qui est celle de la loi Langue de prix unique du livre de 1981, qui disait on doit préserver les points de vente, on doit préserver une diversité dans les points de vente. Et là, on est en 2024 et le dernier enjeu culturel sur le livre, c'est 1981. Il est temps qu'on repose. Alors, je dis pas de changer la loi sur le prix unique, hein, surtout Non. pas. Mais de quelle est la politique culturelle? Comment on s'ancre dans la société? Plus personne ne répond. On est devenu un domaine marchand, en fait. Et c'est la grande tromperie un peu. C'est que c'est pas ça le livre. C'est pas pour ça que la majeure partie des gens bossent dans le livre. Mais les mécaniques qui régissent l'économie du livre, ce sont des mécaniques marchandes ultra capitalistes. Exactement, mais c'est ce que j'allais vous dire en fait. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés capitalistes qui donc influencent en fait tous les pans de la société, forcément. Et c'est triste pour certains domaines, très clairement. Ben voilà, donc là on a deux choix. Moi, ma préférence va à détruire le capitalisme, mais comme ça ne peut pas arriver demain, Gros chantier, c'est Julien. voilà gros chantier. Mais après voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, il y a moyen au moins d'assouplir les règles capitalistes et de trouver des manières de travailler, Transformé. d'avancer politiquement. Et qui plus est, en plus la question du livre, moi je pense que c'est une question qui est transpartisane. On peut parler avec des gens de droite, on peut parler avec des Exactement. gens de gauche. Les questions du livre, elles vont trouver un écho à droite ou à gauche. Encore faut-il avoir une idée de à quoi ça sert cet objet sur lequel on fonde beaucoup d'espoir, on fonde beaucoup de rêves, et De c'est le fantasme, oui, livre, c'est quoi. ça. Oui, de fantasmes, voilà, c'est ça. J'aimais beaucoup votre formule tout à l'heure, c'est revenir aux fondamentaux. C'est quelque chose qu'on ne sait malheureusement plus beaucoup faire, mais il faudrait qu'on s'y attelle, clairement. Ça peut peut-être aider. Ça peut être un Oui. bon point de départ déjà, parce que on a beaucoup d'informations, beaucoup trop de choses, beaucoup trop de... Voilà, il y a du flux en permanence et on n'arrive plus à voilà, ancrer quelque part. Ben, si on a l'impression que ça va pas et qu'on s'est planté, il faut revenir à la base. Ouais, exactement. Moi, c'est mon avis, et de la même manière que si on est aigri et qu'on a des problèmes, il faut revenir au texte. Bah, c'est un très beau message, Julien. Et justement, avant de revenir à la question politique, je suis assez curieuse. Euh, Est-ce que les maisons d'édition indépendantes peuvent être caractérisées par des particularités ou des valeurs d'après vous? Alors sans vouloir du tout les enfermer dans des boîtes ou leur attribuer des étiquettes, évidemment, ce n'est pas l'objectif. Mais qu'est-ce qui peut les caractériser d'après vous? Ah, alors là, c'est très compliqué. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, ce qui les caractérise, c'est leur diversité et leur multiplicité, hein, à tous les niveaux, hein. Moi, quand on essaie de faire des projets de mutualisation, par exemple entre éditeurs indépendants, c'est très compliqué parce qu'on a tous un avis différent sur la question. Mm. On est d'accord sur ce avec quoi on n'est pas d'accord. Mais par contre, après, moi, j'ai l'habitude de dire quand on
on rédige une tribune ou quelque chose comme ça, c'est 5 personnes du livre autour de la table, 10 avis, dont 6 qui n'ont rien à voir avec la question originelle. Donc c'est peut-être ça la diversité, mais après je sais pas si on peut vraiment caractériser parce que il en existe de tout, hein. Là, on est en train de subir une campagne délirante autour d'un livre qui s'appelle Transmania des éditions Ah, c'est Magnus. faux, ouais. Voilà, Magnus c'est la maison d'édition de Marceau, de Laurent Oberton, Mmh. et c'est un éditeur indépendant. Mmh Donc mh. ça montre bien que l'indépendance en N'est pas elle-même, un gage c'est de pas une quelque chose, vertu. oui. Voilà, c'est pas une vertu, c'est ce qu'on en fait. Mmh. Qu'il y ait des voix indépendantes qui s'expriment dans un contexte où des groupes sont très puissants et dont un groupe notamment qui est piloté par quelqu'un qui a un Ouais. projet culturel d'extrême droite, c'est fondamental que les éditeurs indépendants existent. Mais après, je ne saurais pas les caractériser du tout tellement je vois de cas différents, et même de sensibilité, de forme. Il y a des maisons d'édition indépendantes qui publient des livres de marketing, de droit, de littérature, de jeunesse. C'est même pas que la création, quoi. Mmh. Et des éditeurs de groupe qui travaillent comme des éditeurs indépendants. Donc c'est très variable, quoi. C'est vraiment, en fait, l'indépendance, le seul questionnement que l'indépendance induit pour moi, de plus en plus, c'est la question politique. Ouais. C'est la question des moyens de production et de qui contrôle les moyens de production. Ouais, d'ailleurs, justement, revenons au sujet de la promotion de la littérature, qui est un sujet vivant pour vous au quotidien et que vous portez assez activement. Je l'évoquais en introduction, l'étude socio-économique de l'édition indépendante 2023 permet de transmettre certains messages. Et cette étude indique que les libraires souffraient de la surabondance du marché du livre et que face à cela, je cite, imposer son identité éditoriale, convaincre ses interlocuteurs, exister, s'avère de plus en plus périlleux. Donc en parallèle de ça, les politiques en ce moment essayent de s'emparer de la question du livre ou de l'édition, mais à leur façon, avec cette fameuse possibilité de mettre en place de la publicité télé pour les livres et de taxer les livres d'occasion. Ils essayent de venir avec des solutions qui n'en sont pas parce que là, pour le coup, le monde du livre semble presque unanime. Quel regard portez-vous sur cela et quels seraient d'après vous les impacts de telles mesures sur justement sur les éditeurs de manière générale et ceux de taille réduite en particulier parce que ceux qui auront les moyens d'acheter des espaces de publicité ne sont pas forcément les plus nécessiteux ou ceux qui manquent d'audience. Donc au final, le serpent va se mordre la queue. Bah, moi, sur cette question de la publicité à la télé, je pense que ça va rien changer pour l'édition indépendante. Absolument rien. On est déjà devant une distinction de moyens tellement écrasante entre un éditeur qui a la possibilité de se payer une pub dans le métro et celui qui ne l'a pas. Alors, il y a quelques éditeurs indépendants qui sont maintenant des éditeurs de très bonne taille qui ont fait de la pub dans le métro, hein. J'ai vu là ces derniers mois les éditions Gallmeister, Monsieur Toussaint Louverture qui avait une grosse campagne dans le métro parisien. Voilà, bon ben c'est une possibilité, mais la publicité à la télé, mais en fait le phénomène déjà de concentration des ventes et d'attraction des ventes sur un certain nombre de titres, il est déjà là. J'avais rigolé il y a quelques années quand un libraire postait la photo d'une publicité d'un livre sur un bus pour un polar. Je me disais mais quelle chance sont les petits et les indés par rapport à ce type de pub? Ben Mm. déjà aucun en fait. Donc on dépend du bon vouloir des libraires et des prescripteurs, mais le rapport de force, il est déjà de manière écrasante en notre défaveur. Donc moi, je pense que pour l'édition indépendante, ça ne va rien changer. Et si les éditions XO font des pubs télé, ou si il y a des pubs pour les blockbusters, ben ça amplifiera encore cette démarche de blockbuster. Et à mon avis, peut-être même que ça ira chercher des lecteurs qui n'y seraient pas du tout allés sinon. Donc voilà. Après, c'est très clair que la pub télé, c'est très simple, c'est de la vente nette pour Amazon et pas du tout pour la librairie indépendante. Donc ça, c'est un énorme problème. Mais cette librairie, mais ces ventes-là, de toute façon, je pense que c'est des gens qui n'auraient jamais été chercher leurs livres en librairie indépendante. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Non. La taxe sur le livre d'occasion, euh, pourquoi pas? Mais pas du tout comme elle est prévue. Parce que là, c'est ce qu'on appelle le droit de continuité qui veut être prôné, c'est comment les éditeurs veulent savoir comment continuer à gagner de l'argent sur les livres vendus en seconde main. Ça, moi, j'y suis pas du tout favorable. Des taxes qui permettent, des taxes très 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 modérées, qui permettraient de faire un fonds de rémunération des auteurs, par exemple, ce serait formidable, Mm. parce que là, voilà, il y aurait un moyen politique de redistribuer un peu d'argent aux auteurs. Moi, je suis pas du tout favorable à ce que cette taxe aille dans la poche des éditeurs, d'une part. Et après, ben oui, le marché de la seconde main, le marché de l'occasion, c'est encore le marché des plus pauvres c'est encore les plus pauvres qui vont devoir payer une taxe. Mm. Donc,
il y a quelque chose qui va pas. On Pourquoi répond pas, à mais pas du côté, tout. encore une fois, Ben au voilà, problème. pourquoi pas, mais pourquoi, mais ça reste à réfléchir et c'est pas un effet d'annonce au salon du livre qui va faire changer quoi que ce soit. Et encore une fois, ces taxes, cette question de la publicité, il y aura aucun changement tant qu'on n'aura pas une politique culturelle qui va s'intéresser sur la place du livre à l'école. Moi, il y a un truc que j'ai constaté, j'en parle pas mal avec des profs. Alors, si vous êtes prof et que ça vous intéresse d'en parler, moi, ça m'intéresse des retours d'expérience. Mais moi, je vois un décrochage au niveau de la quatrième en France. Mm. Il y a des gens qui sont des très bons lecteurs jusqu'à la sixième, cinquième, et puis à la quatrième, là, c'est là où on commence à étudier l'analyse, le texte par l'analyse. Et c'est le moment où l'école dit, si tu prends le sujet d'invention, ce sera moins bien noté parce que c'est plus facile que le sujet d'analyse. Des choses comme ça. Et ça, le truc de la pensée de l'auteur. Alors, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais il me semble que ça l'était de ce que j'ai discuté, notamment pour l'interview à Page Sauvage. Pour moi, c'est dramatique. C'est là où on doit agir. C'est là où, qu'est-ce qu'on fait avec les écoles? Nous, professionnels du livre, comment on les intéresse au livre? Comment on fait pour leur dire, bah, le manga c'est génial, le livre jeunesse Bien c'est sûr. génial, comment on les accompagne sur la transition vers autre chose? Comment on les intéresse à autre chose? Et là, bah, c'est la question de la médiation culturelle. Comment La maintenir médiation culturelle, l'intérêt? c'est Mm. la médiation culturelle, on en colle partout, sauf dans le livre quasiment, et on la maltraite en payant mal les gens et en ne voyant pas l'impact qu'elle peut avoir dans la société. Donc voilà, pour moi, la question politique et la question de l'évolution de tout ça, elle va passer par une réflexion des médiations culturelles auprès de tous les publics et d'abord à l'école ou hors de l'école, mais d'une manière qui touche tout le monde comme un loisir, quoi. Mm. Même si ça n'est pas un loisir, la lecture, que Pas c'est que plus que ça, ça, mais bien sûr. Mm. désamorcer, il faut désamorcer le côté sérieux, le côté analytique de tout ça. Il le faut le côté analytique, le côté classique, mais il y a d'autres choses à creuser à côté. Mais justement, comment les éditeurs qui ont moins de moyens que d'éventuels grands groupes peuvent faire s'agissant de la mise en valeur et la diffusion de leurs œuvres? Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, sont le vecteur principal pour essayer d'atteindre un certain public ou est-ce qu'il y en a d'autres? Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place? Bah là, il y a deux canaux, hein, très clairement. Il y a deux canaux qui donnent des résultats de modéré à très bien. C'est convaincre les autres professionnels du livre. Donc d'abord sa diffusion-distribution, puis les libraires que le texte est excellent. Et les réseaux sociaux. Et comment faire? Ben, si j'avais une recette, ce serait formidable. Moi, je gesticule beaucoup, j'arrive à certains résultats. Je pense que si la peuplade a été bien acceptée, c'est aussi grâce au travail qu'on a fait sur les réseaux sociaux. On est bien accepté en Europe grâce à ça. On est fort là-dessus au Québec également. Mais après, je saurais pas dire, et c'est la grande question, il faut y réfléchir, parce que là, encore une fois, le rapport de force devient tellement écrasant qu'il faut trouver une manière de faire. Mais quelle est cette manière de faire? Eh ben, je sais pas. Là, pour l'instant, si on veut que ça fonctionne, il faut être présent partout. Ça Ouais. veut dire qu'il faut de la presse, du soutien des libraires, du soutien sur les réseaux sociaux. Et là, un éditeur indépendant va pouvoir faire un succès. Et des fois, bah, ça arrive, et on comprend pas pourquoi, hein. Il y a quelques années, quand les éditions Finitude ont publié En attendant Beau Jungle, ils s'attendaient à ce que ça marche, mais ils s'attendaient pas à ce que ça fasse 400 000 exemplaires vendus. Mm. Et là, c'est un éditeur indépendant qui a eu le truc, quoi. Nous, on a eu il y a 2 ans Les Marins ne savent pas nager de Dominique Scali. C'est 30 000 exemplaires vendus au final. C'est notre meilleure vente tout depuis le début de la peuplade. Et c'est un gros bouquin. C'est un bouquin génial, mais c'était super de voir qu'on pouvait vendre 30 000 exemplaires de cet énorme livre à un moment où déjà il y avait une crise des achats, quoi. Et qu'est-ce qui a marché avec Les marins ne savent pas nager? Eh ben, je ne le sais pas. Moi, je trouve ce bouquin formidable, mais Bien sûr. comme beaucoup de Ouais. livres de la peuplade, Mm. mais il y a eu une adhésion à l'univers. Moi, je pense que c'est un bouquin qui a fait s'évader les gens et qui en même temps avait une réflexion politique et une langue. Donc, il y avait tout dedans. Il y avait une réflexion, il y avait de l'imagination et il y avait de l'émotion, comme vous disiez tout à l'heure sur le Ouais. triangle. Peut-être que c'est ça. Donc en fait, il faut que les livres soient complets, c'est ça? Au final, c'est le texte. En tout cas, il faut que les livres soient, il faut faire en sorte que les livres soient bons. Nous, on n'a pas le choix en tant qu'éditeur indépendant, quoi. Il faut que tous nos livres soient bons. En Ouais. plus, nous, on publie que 12 livres par an. On n'a pas le droit de publier un texte moyen, quoi. Mhm. Mais justement, alors comment vous mesurez le succès des campagnes de promotion? Au-delà des chiffres de vente, bien sûr, est-ce qu'il y a d'autres critères qui définissent une promotion réussie, d'après vous?
Ouais, les coups de cœur, hein, bien sûr. Hein, nous, c'est très important pour nous et pour l'auteur de savoir que le livre est lu. Donc les coups de cœur Instagram, les coups de cœur Facebook, les coups de cœur TikTok, mais aussi les coups de cœur en librairie. Ça a la même valeur que la presse pour nous dans le. Et c'est un truc marrant d'ailleurs à la Peuplade parce que je vois que même quand on vend pas beaucoup un livre, il est très lu. On a énormément de retours de lecture et ça veut dire que la maison elle pénètre dans les maisons, elle pénètre dans les imaginaires des gens et qu'on est repéré, quoi. Alors après, c'est pas toujours facile économiquement, mais au moins la maison a Ça fait son trou, entreprend un quoi. chemin, Et ouais. voilà, c'est un chemin. Donc là, moi je pense qu'on pose des jalons pour progresser dans les années à venir. Mais c'est un travail de très longue haleine avec des hauts et des bas. Là, 2022, on a eu les marins ne savent pas nager, c'était formidable. L'année d'après, on a beaucoup moins vendu de livres. Là, cette année, ça remonte doucement, donc c'est en Avec dents de scie. Mais en lequel? tout cas, ah, mais je ne dirai rien, je dirai rien parce que c'est bientôt la rentrée littéraire et c'est les textes de la rentrée Ouais, littéraire qui vont tout changer. ok. Mais voilà, et ça a un impact aussi, c'est qu'on est de plus en plus tributaire du fonctionnement d'un seul livre. Il faut qu'il y en ait un qui explose, quoi. Bah, Ça tant rattrape mieux, mais toute c'est l'année. triste, c'est sûr. Ben, c'est triste pour ceux qui sont moins lus et c'est surtout pas très sain économiquement parce que c'est Ça rend le truc de dépendant. provoquer le coût Mm. et ça on veut pas le Mm. faire. Donc moi ce qui m'intéresse plus c'est que tous mes livres, toutes mes ventes de livres montent parce que je pense que on publie, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il y a en 6 ans à la Peuplade, j'ai été très très peu déçu par les livres. J'en ai lu plus de 70, là, j'en ai défendu plus de 70. J'ai été il y a très très peu de livres qui m'ont déçu. Moi, je pense qu'on a des bons textes et je pense que c'est de mieux en mieux. C'était déjà super quand je suis arrivé à la maison et je pense que c'est de mieux Ah, en mieux, mais quoi. Et je complètement. pense que tous méritent leur chance. Alors pour le coup, pour parler de la peuplade, et là vraiment, c'est un retour d'expérience de lectrice. Alors je pense que Anna Thalberg, par exemple, a été fondamentale parce que ça a créé une fidélité, en tout cas vis-à-vis de la maison. Et depuis, je suis heureuse de me plonger dans chacun des livres. Récemment, par exemple, il y a eu Frappe à bord qui est excellent et qui adresse des messages importants. Il y a eu aussi le recueil de nouvelles de Larry Tremblay. Alors, je sais pas si ça a bien fonctionné ou pas, mais qui est très très fort et qui, voilà, ce sont des expériences de lecture qui sont très différentes, mais qui apportent chacune quelque chose. Et moi, en tout cas, vraiment personnellement, j'adore cette maison. Et je suis très heureuse qu'on puisse y avoir accès. Vous voyez, parce que c'est une maison Bah, merci québécoise. beaucoup. Mais voilà, mais Anna Thalberg, par exemple, c'est un cas intéressant, hein. C'est un texte traduit de l'espagnol d'un auteur Mexicain. mexicain inconnu. Inconnu et qui se retrouve en lice pour le prix Bookstagram, qui se retrouve sur le podium, troisième du prix Bookstagram. C'est des ventes honnêtes pour un premier roman d'un auteur inconnu mexicain Mm. et le taux de lecture et les gens qui ont lu Anna Thalberg, c'est pas un texte évident. Il n'y a pas de Non, ponctuation, oui. il y a des jeux formels, il y a des choses comme ça. N'empêche, moi je suis hyper heureux de voir qui l'a lu et qui en fait des retours de lecture en disant j'avais peur que ce soit dur et en fait non, c'est génial. Là, on a fait notre boulot, quoi. Et c'est la preuve que la littérature, même formellement exigeante, ça peut trouver des portes d'entrée, quoi. Et du coup, voilà, ben ouais, moi ça, pour moi, gros succès à Natalberg sur les réseaux. On aurait vendu, moi j'aurais aimé en vendre 3 fois plus, mais gros succès. Là, au moins, il a été lu et compris, et ça a créé un effet d'émulation. Alors, clairement, moi, je ne peux pas avoir beaucoup d'effets, mais je l'ai vraiment plutôt largement offert autour de moi à chaque fois que j'en ai eu la possibilité. Parce que il dit beaucoup de choses et il a une force et, qui est incroyable. Ce personnage d'Anna Thalberg est incroyable. Ben, c'est l'effet, c'est ça l'effet qu'on peut avoir, hein. C'est si chaque personne offre un ou deux Ouais, exemplaires du livre, c'est déjà ça. c'est énorme pour les Mm, ventes pour une maison d'édition comme nous, hein. mm. Et justement, bah, du coup, quel rôle joue la communauté de lecteurs pour la diffusion et la promotion des livres que vous représentez? Comment vous les engagez, ces lecteurs, dans votre démarche promotionnelle? Il y a les réseaux, évidemment, mais Ouais, bah c'est surtout les réseaux et là c'est des grosses questions que je me pose actuellement. On est en train de voir là, moi en fait moi j'agis sur les réseaux sociaux, c'est un peu un bonus par rapport à mon boulot, quoi. Le boulot c'est surtout auprès des librairies, sur le ouais. terrain et tout ça. Et là, moi je veux qu'on implique plus la communauté de lecteurs.
et de lectrices, et je suis en train de réfléchir à plein de choses, mais il me faut du temps, et ça passe bien évidemment par un investissement des réseaux sociaux. Mais moi, par exemple, je pense qu'on a une grosse communauté qui ne sait pas que la peuplade existe et qui nous adorerait sur TikTok, sur Instagram. Voilà, moi, mon compte, j'ai commencé en faisant mes photos pourries, je fais mes petits textes, j'essaie d'être drôle. Là, maintenant, je sais faire des stories, c'est super. Les reels, peut-être un jour, j'arriverai à faire des reels qui semblent pas complètement ringards. Mais il y a ça, et puis surtout, ben, c'est juste déjà discuter, communiquer, prendre la vie des gens au sérieux, le repartager, savoir ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, ceux qui leur a pas plu, savoir les entendre aussi. Moi, je critique jamais. Je suis content d'avoir bon, relativement content d'avoir des retours négatifs, mais ça me permet aussi de voir les choses. Lorsque Moi, c'est j'ai besoin constructif, d'entendre c'est ça, bien. quoi. Ouais. Mais c'est super constructif, et parfois il y a plein de lecteurs comme ça qui n'ont pas aimé un livre de la peuplade. Ils disent ah, mais la prochaine fois je vais vous avoir. Je leur envoie un petit MP en disant voilà, vous avez acheté le précédent, vous l'avez pas aimé, donc je vais vous en offrir un que vous allez aimer. Mm. Et hop, j'en envoie un, et tac, là il y a une connexion qui se fait. Puis du coup les lecteurs se prennent au jeu en disant ok, mais si je l'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Je me dis bah j'aurai un gage, comme si je fais tomber C'est un le pari. pain dans la fondue, quoi. Mais voilà, mais c'est ça. Je pense qu'il faut un des enjeux pour impliquer une communauté de lecteurs qu'on veut large, nous, c'est déjà de dire on n'est pas élitiste. Et on peut faire des textes travaillés, mais tout le monde a sa place. Bien La sûr. peuplade, c'est pas qu'un nom, c'est un projet. Peuplade, c'est Mylène Bouchard qui a trouvé ce nom. C'était l'idée d'agréger une communauté, quelque chose qui n'est pas tout à fait une tribu, qui est un groupement d'êtres humains qui parlent entre eux, quoi. Et moi, je prends ça très au pied de la lettre. Le peuplade, voilà, c'est ce terme. Les auteurs se lisent les uns les autres, et moi, je pense qu'il faut qu'on intègre les lecteurs de plus en plus dedans. Après, ça demande énormément de temps. Bien sûr. Et avec ce logo d'ailleurs chez La Peuplade qui est un phare, et moi j'aime beaucoup ce symbole en fait, le phare, l'outil qui nous permet d'avoir, voilà, qui permet de nous éclairer, qui est là, qui est un repère en fait. Donc, Mm, mm. ok. Alors du coup, si maintenant on devait parler du futur, et si vous deviez identifier des piliers essentiels pour un fonctionnement meilleur, on va pas aller vers l'idéal du monde de la littérature, quels seraient-ils? Ben, il faut trouver un moyen de produire moins, ça c'est clair, mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué. De manière générale, je vais dire, alors peut-être plus que de fournir une réponse approximative, moi je voudrais vous encourager, puis encourager les auditeurs auditrices à aller voir ce que fait l'Association pour l'écologie du livre. Parce que c'est la seule association qui rassemble tous les gens, des gens de tous les endroits, des représentants, des gens de la diffusion, des éditeurs, des libraires qui vont réfléchir sur des problématiques communes, et leur boulot, et des anthropologues aussi. Et leur boulot, c'est justement de faire de la prospective pour changer les imaginaires et pour trouver des solutions. Et en fait, c'est de là que naîtra le truc. Qu'est-ce que c'est Comment ça va s'améliorer nos affaires? Bah, c'est quand on arrivera à tous se poser autour de Ouais. la table, éditeurs, libraires, auteurs, traducteurs, correcteurs, maquettistes, toutes les petites mains, etc., qu'on prendra en compte la voix de tout le monde et qu'on arrivera à poser ce qu'on veut. Parce qu'il y a énormément de souffrance dans tous les sens, de tous les côtés, de toute façon. Et moi, je comprends les raisons de structuration très corporatiste, les auteurs avec les auteurs qui vont prêcher pour leur paroisse, Mm. les traducteurs de l'autre côté qui vont prêcher pour leur paroisse, les libraires qui sont très bien structurés aussi. Mais on va régler aucun problème systémique comme ça. On va juste tirer la couverture à soi avec un livre qui coûte pas assez cher. Et voilà, donc le futur, c'est une table où tout le monde s'assoit autour et discute des problèmes de fond, et on pose les bases de cette politique culturelle que j'appelle de mes voeux, puisque les politiciens sont pas prêts à la faire, on la pose nous. Ouais, le pouvoir du C'est ce qu'était collectif. la loi sur le prix unique du livre. C'est Jérôme Lindon des éditions de Minuit, c'est Christian Bourgois, c'est des gens qui se sont posés, qui ont des gouvernements. Il faut faire ça là, Mm. c'est important. Et ils ont été entendus. Ben voilà. Alors plutôt que de se gargariser sur ce qui s'est passé en 81, elle est où la génération qui aura le cran de se poser autour d'une table et de dire voilà ce qu'on veut et voilà comment on peut faire changer les choses, quoi. Ouais. Bah, je vous le souhaite à vous qui évoluez dans cet univers-là, et nous le souhaite à nous, lectrices et lecteurs, parce que, in fine, forcément, ça a un impact. Le monde, en fonction des décisions qui vont être prises, ne sera pas forcément le même, et nous, les livres que nous lirons ne seront pas forcément les mêmes en fonction de ces mêmes décisions. Par exemple, j'écoutais alors sur une émission sur France Culture où il parlait justement de la question de la publicité télé, et il disait que justement la question de la publicité télé avait
tué pas mal de librairies aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, ça façonne aussi l'univers du livre de manière plus générale. Voilà, les choix qui vont Ouais. être faits au final. Ouais, 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 tout à fait, bien évidemment, hein. Les conditions de production, c'est naturellement, ça influence bien évidemment ce qu'on fait en termes de ce qu'on produit en termes de création et de fiction. Mm. Et est-ce que vous avez des projets et des initiatives futures que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et nos auditrices Oh là là, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Mais là, le que vous ne projet et pouvez pas l'initiative dévoiler? future, c'est je sors de 2 années de burn-out et je vais d'abord me reposer avant de relancer des projets. C'est pas Mais mal. il y a plein de choses, il y a plein de choses qui s'en viennent, mais c'est pas encore assez avancé pour que j'en parle pour l'instant. Mais il y Ok. a ce podcast dont j'ai déjà Mais parlé oui. là, Euh, mais on verra. Mais déjà, ouais, continuer le travail, continuer à m'enthousiasmer et puis là retrouver du temps de lecture pour personnel, pour moi, ouais. pour prendre du Mm. plaisir. Alors, j'y viens à la fameuse question. Alors, je construis pour nos auditrices et nos auditeurs une liste de lectures thématiques en lien avec ce podcast et en fonction des différents épisodes. Donc, à vous, je vous demande quel serait votre top 3 de livres peu connus à découvrir absolument. Alors, on va partir sur un livre sur les Balkans, Ton fils Huckleberry Finn de Bekim Sejranovic, qui a été traduit par Chloé Billon et qui est publié aux éditions Intervalle. C'est l'un des livres les plus magnifiques que j'ai lus provenant des Balkans. Ça raconte un homme à 3 périodes sur une rivière qui s'appelle la Sava, qui glisse le long de la Croatie et qui jette dans le Danube à Belgrade. Et c'est cet homme à 3 moments de sa vie et c'est son rapport avec la nature, son pays, son père. C'est un roman qui est très difficile à décrire parce qu'il raconte, il y a pas d'histoire et en même temps il raconte tout. Ok. Ça, c'est un roman fondamentalement bouleversant et qui a même pas été vendu à quelques centaines d'exemplaires. Donc ça, s'il vous plaît, achetez ça, lisez ce texte. Il est incroyable. Ton fils Huckleberry Finn de Bekim Sejranovic, qui est un auteur de Bosnie. Bah déjà, vous aurez réussi à me convaincre avec celui-ci. En SF, Mhm. aux superbes éditions de La Talente, il y a les textes de Becky Chambers. Becky Chambers, c'est la preuve qu'on peut écrire un texte en écriture inclusive qui soit littéraire déjà. Génial. C'est des thématiques humanistes, c'est un regard sur l'humanité et le monde incroyable. Et il y a notamment sa série de 3, dont 2 sont déjà parus, qui raconte l'histoire d'un moine du thé et d'un robot qui était revenu à la nature et qui veut recontacter les humains. Je crois que si mon souvenir est bon, ça s'appelle Une prière pour les cimes timides. Et je me souviens plus du deuxième, mais c'est magnifique ça. Et c'est des bouquins qui font énormément de bien en plus, quoi. C'est feel good sans être, tout en étant hyper qualitatif au niveau du texte et de l'invention et de l'imagination. Et un troisième, eh ben, allons pour un Québécois. Alors bien évidemment, je recommande tous les livres de La Fontaine qui sont tous formidables. Je Mais confirme. moi, ma claque, ça a été Le Plongeur de Stéphane Larue, qui est paru aux éditions du Cartanier. C'est le premier livre québécois que j'ai lu en sachant qu'il était québécois. Mm. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a étudié en art, qui a des dettes et qui doit se refaire de l'argent dans le Montréal des années 2000 et il devient plongeur dans un restaurant et on découvre tout le milieu de la nuit grâce à lui. Et ce bouquin, c'est un miracle dans le sens où je crois que j'ai jamais pris autant mon pied à lire des pages et des pages de vaisselle et lire comment on dégraisse des casseroles d'un restaurant, et t'es là fasciné, tu tournes les pages, tu tournes les pages, tu tournes les pages, ça a le rythme d'un riff de guitare métal, et tu dis, mais encore des casseroles, encore du dégraissage, et puis il y a tout le Montréal de cette époque-là, qui est une époque révolue maintenant, mais qui est fascinant, et c'est un texte incroyable, tout est bon, tout est beau dans ce texte, c'est fort noir par moment, mais il y a pas mal d'espoir, et ça dit quelque chose de la vie. Donc Le Plongeur de Stéphane Larue, chez les collègues des éditions du Eh Cartanier. ben, j'ai hâte de découvrir ça. Merci infiniment, Julien, pour votre partage. Je pense qu'on pourrait vous parler pendant des heures, c'est incroyable. J'aimerais tellement d'autres recommandations de lecture de votre part, mais on en aura peut-être l'occasion. Merci mille fois, encore une fois. Eh ben merci beaucoup Adèle pour les questions. C'était un plaisir. Oui, c'était un plaisir pour moi aussi, vraiment, d'explorer avec vous justement toutes ces questions et le rôle des éditeurs indépendants et vos perspectives. Voilà, il nous rappelle à quel point il est aussi important de clairement soutenir la diversité et l'audace dans la publication. J'espère surtout que vos mots, voilà, vont résonner avec nos auditeurs et nos auditrices et qu'ils les inciteront à découvrir de nouvelles voies dans ce merveilleux monde qu'est la littérature.
À vous qui nous écoutez, je vous invite vraiment à mettre la main sur tous les trésors littéraires qui nous sont proposés. La Peuplade, on l'a dit, on va le répéter, en propose énormément. Et n'hésitez pas à suivre Julien sur les réseaux pour l'inspiration ou juste pour rire, pour le coup, parce qu'on on rit avec ses stories. Son compte s'appelle tout simplement Julien Delorme. Et d'ailleurs, stay tuned, j'aurai le plaisir de recevoir bientôt Sophie Dora Swan, autrice du récit Voir Mon Talk, paru en 2023 aux éditions La Peuplade. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite. Merci.